J'ai appelé mes parents pour leur annoncer que mon mari était décédé. Ils ont répondu qu'ils étaient trop occupés à la fête d'anniversaire de ma sœur. Quelques jours plus tard, ils se sont présentés chez moi en réclamant 50% de l'héritage. Ma fille de 8 ans leur a tendu une enveloppe et a dit « C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas ?» Quand ils l'ont ouverte, leurs mains se sont mises à trembler. Je m'appelle Rachel, j'ai 32 ans, et mardi dernier, mon incroyable Kevin a été arraché à ma vie par une crise cardiaque soudaine. Le choc, cette douleur brute et viscérale ne s'est toujours pas estompée. Je me souviens d'avoir appelé mes parents, sanglotant si fort que je pouvais à peine respirer, à peine sortir les mots. Et ma mère, ma propre mère, a répondu avec des bruits de rire et de musique en arrière-plan, en disant « Nous célébrons l'anniversaire de Sophia en ce moment. Est-ce que ça peut attendre demain ? Pouvez-vous même imaginer ?» Ma fille de 8 ans, Lily, et moi étions assises seules cette nuit-là, nous serrant l'une contre l'autre, notre monde s'effondrant autour de nous. Je n'aurais jamais pensé que ma famille nous abandonnerait dans notre heure la plus sombre. Mais ce qu'ils ont fait ensuite était encore pire. Un geste si calculé, si froid, qu'il me donne encore des frissons dans le dos. Kevin et moi, nous étions un amour de conte de fées. Nous nous sommes rencontrés en 2e année à l'université Northwestern. J'étais complètement perdu en économie, et il était le charmant assistant de cours qui restait toujours après la classe, m'expliquant patiemment ses impossibles courbes de dépréciation. Sa patience. C'est ce qui m'a séduite en premier. Puis ce fut son rire contagieux, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait. Nous étions inséparables pendant nos études, et il m'a demandé en mariage le jour de la remise des diplômes, cachant la bague juste là, dans l'étui de mon diplôme. Nous nous sommes mariés jeunes, à 23 ans, ignorant tous les avertissements bien intentionnés de nos amis qui disaient que nous devrions d'abord profiter de la vie. Mais Kevin était ma vie. Il était la personne avec qui je voulais absolument tout vivre. Après son MBA, Kevin a décroché un emploi dans une prestigieuse société financière à Chicago. Il n'était pas seulement doué avec les chiffres. Il était incroyable avec les gens, se souciant sincèrement de leur bien-être financier. Il a gravi les échelons, impressionnant tout le monde. Nous avons eu 5 belles années en couple avant de décider d'essayer d'avoir un bébé. Ce que nous pensions être facile s'est transformé en 3 années angoissantes de chagrin, 2 fausses couches, des rendez-vous médicaux sans fin, et une tentative de FIV ratée. Nous étions émotionnellement épuisés, financièrement exténués. Nous discutions en fait d'adoption quand, de manière complètement inattendue, je suis tombé enceinte de Lily. La grossesse a cependant été difficile. J'ai dû rester alité pendant les 2 derniers mois, et Kevin, sans une seconde d'hésitation, a travaillé de la maison pour prendre soin de moi. Il m'apportait le petit déjeuner au lit, massait doucement mes pieds enflés, et me lisait à haute voix des livres sur la grossesse, à moi et à notre fille à naître. Quand Lily est finalement arrivée, Kevin a pleuré plus fort que moi, tenant son petit corps contre sa poitrine comme si elle était la chose la plus fragile et la plus précieuse au monde. Pendant 8 belles années, nous avons été la famille dont j'avais toujours rêvé. Kevin, qui ne connaissait rien au football, a entraîné l'équipe de Lily, regardant des tutoriels sur YouTube après qu'elle se soit couchée juste pour pouvoir suivre. Il n'a jamais manqué un seul événement scolaire, jamais un rendez-vous chez le médecin. Son calendrier était un chef-d'œuvre d'activité de Lily codé par couleur. Il nous a vraiment, sincèrement, mis en premier. En y repensant, il y avait des signes avant-coureurs concernant sa santé que nous avons tous les deux négligés avec désinvolture. Des douleurs thoraciques occasionnelles qu'il attribuait au stress, un essoufflement qu'il mettait sur le compte d'une mauvaise condition physique. Le médecin a dit que sa tension artérielle légèrement élevée était normale pour un homme approchant la quarantaine avec un travail à haute pression. Prenez de l'aspirine. Faites plus d'exercice. Réduisez le sodium. Des conseils standards que nous avons pris bien trop à la légère. Le matin où c'est arrivé, mardi dernier, a commencé comme n'importe quel autre. Kevin a fait des crêpes en forme de dinosaure pendant que je préparais le déjeuner de Lily. Il nous a embrassés toutes les deux pour nous dire au revoir, a promis d'être à la maison tôt pour l'exposition d'art de l'école de Lily et est parti au travail. Ces derniers mots pour moi, n'oublie pas de racheter du sirop d'érable. Le vrai, pas cette cochonnerie de sirop de maïs. Une conversation si banale, si quotidienne. Je la rejoue constamment maintenant, souhaitant pouvoir la changer. Souhaitant l'avoir serrée plus fort. À 10h47, mon téléphone a sonné. C'était Amanda, l'assistante de Kevin. Sa voix tremblait tellement que je pouvais à peine la comprendre.
Rachel. Kevin s'est effondré pendant une réunion avec un client. L'ambulance est là. Il l'emmène au Northwestern Memorial. Je me souviens d'avoir laissé tomber ma tasse de café. Le son de la céramique se brisant sur le carrelage résonne encore dans ma mémoire. J'ai appelé notre voisine Hélène pour qu'elle aille chercher Lily à l'école, puis j'ai conduit jusqu'à l'hôpital, dépassant toutes les limitations de vitesse, priant tout le long du trajet, négociant avec Dieu dans des murmures désespérés. Mais j'étais trop en retard. Kevin a été déclaré mort à 11h23, quelques minutes seulement avant mon arrivée. Crise cardiaque massive, ont-ils dit. On n'aurait rien pu faire, m'ont-ils assuré, comme si cela rendait les choses meilleures. Voir le corps de Kevin était surréaliste. On aurait dit qu'il dormait, à l'exception de l'immobilité anormale de sa poitrine. Sa peau était encore chaude quand j'ai touché son visage. Je n'arrêtais pas de m'attendre à ce qu'il ouvre les yeux, qu'il sourie, qu'il me dise que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Les heures suivantes furent un tourbillon de paperasse et de décisions impossibles. Les pompes funèbres avaient besoin de réponses que je n'étais pas prête à donner. Crémation ou enterrement? Quel genre de service? Avait-il un costume préféré? Des questions auxquelles il semblait impossible de répondre alors que tout ce que je voulais, c'était me glisser dans le lit avec mon mari une dernière fois. Le plus dur, la partie absolument la plus dure a été de rentrer à la maison, sachant que je devais dire à Lily que son père ne reviendrait jamais. Comment explique-t-on la mort à une enfant de 8 ans? Comment lui dit-on que le papa qui faisait des crêpes en forme de dinosaure ce matin-là était parti pour toujours? Quand elle est montée dans ma voiture après l'école, elle a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas du tout. Où est papa? Il a promis de venir à mon exposition d'art ce soir, dit-elle en serrant son sac à dos. Je me suis garé sur le côté de la route parce que je ne pouvais pas me concentrer sur la conduite. Me tournant pour lui faire face, j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Lily, quelque chose de très, très triste est arrivé aujourd'hui. Papa est tombé très malade au travail et son cœur a cessé de fonctionner. Son visage s'est crispé de confusion. Les médecins peuvent le réparer? L'espoir innocent dans sa question a absolument brisé quelque chose en moi. Non, ma chérie. Quand le cœur de quelqu'un cesse complètement de fonctionner, les médecins ne peuvent pas le réparer. Papa est mort aujourd'hui. Elle m'a regardé fixement pendant ce qui a semblé une éternité. Ses yeux bleus, si semblables à ceux de Kevin, traitaient cette information incompréhensible. Puis elle a demandé, est-ce que ça veut dire que papa ne rentrera plus jamais à la maison? Quand j'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes propres larmes, elle a poussé un hurlement qui ne semblait pas humain. C'était un son primal, le son pur et brut du cœur brisé d'un enfant. Elle s'est jetée dans mes bras, son petit corps secoué de sanglots. Je veux papa. S'il te plaît, je veux mon papa. Je ne pouvais rien faire d'autre que la tenir et pleurer avec elle, garée sur le bord de la route alors que la vie continuait tout autour de nous, inconsciente de notre monde brisé. Ce soir-là, après avoir finalement réussi à endormir Lily dans mon lit, serrant le t-shirt non lavé de Kevin pour se réconforter, le poids écrasant de ma perte m'a frappé de plein fouet. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, la porte fermée pour que Lily n'entende pas, et je me suis complètement effondré. La douleur physique du deuil était accablante, comme si on me frappait à plusieurs reprises dans la poitrine. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. J'avais besoin de ma mère et de mon père. Ils étaient mariés depuis 40 ans, avaient traversé des pertes ensemble. Sûrement, ils sauraient quoi dire, comment m'aider à traverser cette période impossible. Les mains tremblantes, je les ai appelés. Ma mère a répondu à la 5e sonnerie et je pouvais entendre des rires et de la musique en arrière-plan. Rachel, je peux te rappeler? Nous sommes en plein milieu du dîner d'anniversaire de Sophia. Maman, ai-je suffoqué, formant à peine les mots à travers mes sanglots. Kevin est mort ce matin. Il a eu une crise cardiaque au travail. Il est parti. Il y a eu une pause, une longue et glaçante pause. Je l'ai entendu couvrir le téléphone et dire quelque chose à quelqu'un d'autre. Quand elle est revenue, sa voix était légèrement plus sombre, mais toujours aussi distraite. Oh mon Dieu, c'est terrible. Tu es sûr? Peut-être qu'il y a eu une erreur. J'ai vu son corps, maman. Il n'y a pas d'erreur. Le fait de devoir convaincre ma propre mère que mon mari était réellement mort m'a semblé être un autre traumatisme en plus de tout le reste. Eh bien, c'est un choc. Mais ma chérie, nous sommes en plein milieu de la célébration des 40 ans de Sophia. Tout le monde est là.
Nous avons les traiteurs. Peux-tu te débrouiller ce soir et nous passerons demain quand les choses se calmeront? Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. La fête d'anniversaire de ma sœur primait sur la mort de son beau-fils, sur le deuil aigu de sa fille et de sa petite-fille. Mon père a pris le téléphone alors. Rachel, c'est une terrible nouvelle. La police d'assurance vie de Kevin était à jour? Tu sais, tu devrais appeler la compagnie dès demain matin. Pas un, j'arrive tout de suite. Pas un, que pouvons-nous faire pour aider? Mais une question sur l'assurance vie alors que le corps de mon mari était à peine froid. Je n'arrive pas à croire que ce soit votre réponse, ai-je dit, ma voix creuse, brute. Mon mari vient de mourir. Lily a perdu son père. Allons, Rachel, a dit mon père de ce ton condescendant qu'il avait utilisé tout au long de mon enfance. Sophia prépare cet anniversaire marquant depuis des mois. Tout le monde a pris des congés pour être ici. On ne peut pas simplement partir. Sois raisonnable. Raisonnable, comme si le deuil suivait des règles de raison. Oubliez que j'ai appelé, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. En quelques minutes, mon téléphone a été inondé de SMS. Pas d'eux, mais d'amis qui avaient entendu la nouvelle d'une manière ou d'une autre. Brian, le colocataire de Kevin à l'université, ma collègue Jennifer, même mon ancienne amie de lycée Taylor, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous offrant leurs condoléances, demandant ce qu'ils pouvaient faire pour aider. Des quasi-inconnus ont montré plus de compassion que ma propre famille. Ma voisine, Hélène, est venue avec un plat en casserole et s'est assise avec moi à la table de la cuisine pendant que j'essayais de faire une liste de personnes à prévenir. Elle a proposé de rester la nuit, mais j'ai refusé. J'avais besoin d'être seul avec Lily pour commencer, d'une manière ou d'une autre, à comprendre comment nous allions naviguer dans cette nouvelle réalité terrifiante sans Kevin. Cette première nuit a été interminable. Lily a fait des cauchemars et n'arrêtait pas de se réveiller en appelant son papa. Je suis resté allongé à côté d'elle, lui caressant les cheveux et lui racontant des histoires sur Kevin, sur combien il l'aimait, sur combien il la trouvait courageuse. Finalement, elle est tombée dans un sommeil épuisé. Mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, sentant l'absence dévastatrice de la chaleur de Kevin à côté de moi. Un vide insupportable. Le matin est venu, et avec lui la réalisation écrasante que ce n'était pas un cauchemar dont je pouvais me réveiller. C'était notre vie maintenant, une vie sans Kevin. Une vie où mes propres parents ne pouvaient pas se donner la peine de se montrer quand j'avais le plus besoin d'eux. Les funérailles de Kevin étaient prévues pour samedi, 4 jours après sa mort. Ces jours se sont écoulés dans un brouillard d'arrangements, de paperasse, et d'efforts pour réconforter Lily tout en me tenant à peine debout. Mes parents ont appelé une fois brièvement pour demander à quelle heure commençait le service et s'ils devaient porter du noir ou si c'était une célébration de la vie, avec une tenue colorée. Ils n'ont pas proposé d'aider pour les arrangements ni demandé comment Lily faisait face. Le jour des funérailles s'est levé, clair et ensoleillé, cruellement beau pour une occasion si sombre. Lily a insisté pour porter une robe bleue parce que, papa disait toujours que je ressemble à une princesse en bleu. Je l'ai aidée avec ses cheveux, tressant une petite natte le long de sa tempe comme Kevin le faisait pour les occasions spéciales. Nous sommes arrivés au salon funéraire 1 heure en avance pour accueillir les gens. Les collègues de Kevin de la société financière sont venus les premiers, sombres dans leurs costumes noirs, beaucoup d'entre eux pleurant ouvertement. Ils avaient perdu non seulement un collègue mais un ami. Ils ont chacun pris du temps avec Lily, partageant de petites et douces histoires sur son père qu'elle pourrait chérir plus tard. Mes parents et Sophia devaient arriver tôt aussi, mais ils ont envoyé un texto 20 minutes avant le début du service, disant qu'ils étaient en retard à cause du trafic. Ils sont finalement entrés alors que les gens s'asseyaient, créant une petite agitation en trouvant les places au premier rang que j'avais réservées pour la famille. Ma mère m'a brièvement étreinte, son parfum écrasant. Le trafic était terrible, et Sophia a eu du mal à trouver quelque chose d'approprié à porter avec si peu de préavis. Peu de préavis, comme si la mort de Kevin était un dîner inopportun. Tout au long du service, j'étais très consciente de Sophia qui vérifiait son téléphone, de mon père qui regardait sa montre, de ma mère qui tamponnait des yeux secs pour la forme. Pendant ce temps, les collègues de Kevin et nos amis étaient sincèrement bouleversés, leur chagrin palpable et réel. En contraste frappant avec le détachement de ma famille, Marcus, le frère de Kevin, a montré une véritable dévastation. Il avait pris l'avion depuis le Japon, arrivant quelques heures seulement avant le service, l'air épuisé et les yeux creusés par le voyage de 30 heures. Il s'est assis à côté de Lily,
lui tenant la main tout au long du service, leurs yeux bleus identiques remplis de larmes. Quand est venu le moment de l'éloge funèbre, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Mes jambes semblaient de plomb alors que je m'approchais du pupitre. Mais ensuite, j'ai regardé Lily, assise là, si courageuse et si petite dans sa robe bleue, et j'ai trouvé la force quelque part au fond de moi. J'ai parlé de la gentillesse de Kevin, de son intégrité, de son amour infini pour sa fille. J'ai parlé de ces terribles blagues qui nous faisaient gémir et rire en même temps, de sa haine irrationnelle de la coriandre et de sa défense passionnée du vrai sirop d'érable, de la façon dont il mettait toujours la famille en premier. L'ironie amère de ces derniers mots ne m'a pas échappé alors que je jetais un coup d'œil à mes parents qui rassemblaient déjà leurs affaires à la fin de mon discours, clairement impatients de partir. Lors de la réception chez nous après, j'ai entendu mon père parler à mon oncle James près de la table des boissons. Kevin réussissait très bien dans cette firme, sur la voie pour devenir associé. L'assurance vie seule doit être substantielle, sans parler des investissements. Rachel sera à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Il m'a fallu toute ma volonté pour ne pas le confronter sur le champ, pour ne pas lui demander comment il pouvait penser à l'argent le jour où nous enterrions mon mari. Mais j'étais trop épuisé émotionnellement, trop concentré sur le bien-être de Lily pour faire une scène. Ma mère et Sophia ont à peine aidé à la réception, laissant la plupart du travail aux épouses des collègues de Kevin et à mes amis. Elles se sont assises dans le salon à accepter les condoléances comme si elles étaient les principales personnes en deuil, pendant que je me déplaçais dans ma propre maison comme un fantôme, remerciant mécaniquement les gens d'être venus, acceptant des plats que je savais ne jamais manger. Pendant ce temps, les parents de Kevin, bien qu'absolument dévastés par la perte de leur fils unique, étaient des modèles de soutien sincère. Sa mère, Diana, s'est occupée de Lily pendant la réception, s'assurant qu'elle mangeait et la protégeant des invités bien intentionnés mais envahissants. Son père, Robert, a discrètement organisé le nettoyage après, restant jusqu'au départ du dernier invité. Le contraste entre la famille de Kevin et la mienne était frappant et douloureusement clair. En regardant mes beaux-parents se soutenir mutuellement dans leur deuil tout en trouvant la force de nous soutenir, Lily et moi, j'ai ressenti l'absence de ce même amour de la part de mes propres parents comme une blessure physique. Le testament de Kevin avait été brièvement mentionné lors d'une conversation avec le directeur des pompes funèbres, mais je ne pouvais pas encore supporter de penser aux questions juridiques. Thomas, l'ami de Kevin de la fac de droit, qui s'était occupé de notre planification successorale, a suggéré doucement d'attendre une semaine ou deux avant de discuter des détails. Il n'y a pas d'urgence, m'a-t-il assuré. Tout est en ordre, et vous et Lily êtes bien pourvus. Kevin s'en est assuré. Alors que la maison se vidait enfin de ses invités, mes parents et Sophia ont rapidement trouvé des excuses pour prendre la route avant la nuit. Ils sont partis avec des étreintes de pure forme et des promesses d'appeler bientôt. Ils n'ont pas proposé de rester pour aider à nettoyer. N'ont pas demandé si Lily et moi voulions de la compagnie. N'ont pas reconnu que ce serait notre première nuit après avoir officiellement dit au revoir à Kevin. Au lieu de cela, Marcus et les parents de Kevin sont restés. Diana a préparé la chambre d'amis pour les parents de Kevin et le canapé pour Marcus. Nous serons juste là si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, a dit Diana en me serrant fort dans ses bras. Tu n'es pas seule, Rachel. Souviens-toi de ça. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit cette nuit-là, écoutant la douce respiration de Lily à côté de moi, je ne pouvais m'empêcher de sentir que, d'une manière cruciale, j'étais très seul. Les personnes qui auraient dû être ma première ligne de soutien, mon roc en temps de crise, s'étaient révélées totalement indignes de ce rôle. 2 semaines après les funérailles, j'étais assise à la table de la cuisine, essayant de comprendre notre situation d'assurance maladie quand la sonnette a retenti. Lily était à l'école, sa première semaine de retour depuis la perte de son père. Les enseignants la surveillaient de près et m'envoyaient des nouvelles régulières, ce dont j'étais incroyablement reconnaissante. À travers le Judas, j'ai vu mes parents debout sur le porche, mon père ajustant son polo de golf, ma mère vérifiant son reflet dans son poudrier. Je ne leur avais pas parlé depuis les funérailles. Ils avaient envoyé quelques textos avec des messages génériques comme « On pense à toi et on espère que tu vas bien », mais il n'y avait eu aucune communication réelle. J'ai ouvert la porte, sans prendre la peine de cacher ma surprise. Je ne savais pas que vous veniez. Nous pensions passer prendre de tes nouvelles, voir comment toi et Lily allaient, a dit ma mère en me dépassant pour entrer dans la maison. Est-elle à l'école? Bien, nous pouvons parler ouvertement. Cela aurait dû être mon premier indice que ce n'était pas simplement une visite de soutien. Mais j'étais trop épuisé émotionnellement pour relever les signes avant-coureurs.
Ils se sont installés dans le salon pendant que j'allais automatiquement préparer du café, tombant dans le rôle d'hôtesse, même s'ils auraient dû prendre soin de moi. Quand j'ai apporté les tasses, mon père examinait le nouveau système de son que Kevin avait installé juste un mois avant sa mort. Belle installation, a-t-il commenté en passant la main sur les haut-parleurs. Kevin avait bon goût en électronique. Il en avait, ai-je convenu. Le simple passé, toujours un coup de couteau dans mon cœur. Après quelques minutes de conversation banale sur l'école de Lily et le club de jardinage de ma mère, mon père s'est éclairci la gorge de la manière dont il le faisait toujours avant de discuter de sujets sérieux. Rachel, nous voulions te parler de ta situation. Il a commencé en posant sa tasse de café précisément sur un sous-verre. Ma situation ? Ta situation financière, a clarifié ma mère, échangeant des regards avec mon père. Maintenant que tu t'adaptes à la vie sans Kevin ? Je les ai regardés, ne comprenant pas d'abord où ils voulaient en venir. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Kevin a fait en sorte que nous soyons bien pourvus. Oui. Eh bien, c'est ce dont nous voulions discuter, a dit mon père en se penchant en avant, sa voix prenant un ton familier, semblable à celui des affaires. Ta mère et moi vieillissons. Notre fonds de retraite a subi un coup lors de la dernière baisse du marché et avec les coûts des soins de santé ce qu'ils sont. L'implication a flotté dans l'air un moment avant que je ne comprenne. Vous me demandez de l'argent maintenant ? Ma mère a eu la grâce d'avoir l'air légèrement embarrassée, mais mon père a insisté. Nous pensions que, étant donné la position de Kevin à la firme et sa police d'assurance vie, tu pourrais être en mesure d'aider la famille. Après tout, nous sommes tes parents. L'audace pure de leur demande m'a laissé momentanément sans voix. Mon mari n'était même pas encore froid dans sa tombe, et ils étaient là, les mains tendues. Vous pensez à combien ? Ai-je demandé, ma voix plate, creuse. Mon père, manquant apparemment complètement mon ton, s'est éclairci. Eh bien, nous pensions que quelque chose de substantiel serait logique. Peut-être 50% du versement de l'assurance vie. Cela sécuriserait notre retraite et laisserait beaucoup pour toi et Lily. 50% du soutien de ma fille veuve pour sécuriser votre retraite. J'ai répété les mots lentement, m'assurant de bien comprendre. La fille que vous n'avez même pas pris la peine de réconforter quand son mari est mort parce que vous étiez à une fête d'anniversaire. Ma mère a tressailli, mais mon père est resté imperturbable. Allons, Rachel, il n'y a pas besoin d'être émotive à ce sujet. C'est juste de la planification financière pratique. Et nous sommes venus aux funérailles. Comme c'est généreux de votre part d'assister aux funérailles de mon mari, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme. Nous t'avons élevé, Rachel, a interjeté ma mère, sa voix soudainement stridente. Nous avons payé tes études universitaires. Nous avons aidé avec l'acompte de ta première maison. Je pense que nous méritons une certaine considération maintenant que tu as touché de l'argent. Touché de l'argent ? Je criais maintenant. Toute la douleur et la rage des 2 dernières semaines, toute l'agonie silencieuse débordait. Je n'ai pas gagné à la loterie. J'ai perdu l'amour de ma vie, le père de mon enfant, et vous traitez ça comme si j'avais touché un jackpot financier. L'expression de mon père s'est durcie. Il n'y a pas besoin d'être dramatique. Kevin connaissait les risques avec son problème cardiaque. Il aurait dû mieux prendre soin de lui. Et maintenant qu'il est parti, il est juste pratique de discuter de la façon dont ses actifs devraient être distribués. La famille devrait aider la famille. À ce moment-là, alors que mon père blâmait nonchalamment Kevin pour sa propre mort tout en essayant simultanément d'en profiter, quelque chose s'est brisé en moi. Le deuil qui m'avait laissé passive et engourdie pendant 2 semaines s'est soudainement cristallisé en une clarté tranchante comme un rasoir. Sortez, ai-je dit doucement. Rachel, sois raisonnable, a commencé ma mère. Sortez de ma maison, ai-je crié, la force de ma colère me propulsant physiquement sur mes pieds. Comment osez-vous venir ici demander l'argent de Kevin ? Comment osez-vous le blâmer d'être mort ? Il valait 100 fois mieux que vous, et vous n'avez même pas pris la peine de réconforter votre propre fille alors qu'elle s'effondrait. Mes parents ont semblé sincèrement choqués par mon explosion. Ils ne m'avaient jamais vu vraiment en colère auparavant, m'ayant élevée pour être accommodante, pour éviter les conflits, pour être la bonne fille, tandis que Sophia avait le droit d'être l'exigeante. Nous ne demandons que ce qui est juste, a dit mon père sèchement en se levant. Nous sommes tes parents, Rachel. Nous méritons le respect. Le respect se mérite, ai-je répondu, ma voix tremblant de fureur et d'incrédulité. Et vous n'en avez mérité aucun. Maintenant,
sortez avant que Lily ne rentre à la maison. Et qu'elle ne voie quel genre de personnes ses grands-parents sont vraiment. Ils sont partis en bougonnant, ma mère faisant des bruits sur le fait que j'étais ingrate et mon père marmonnant qu'il allait reconsidérer notre relation. J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis effondré sur le sol, tremblant de rage et de douleur, mon corps lourd des séquelles de l'explosion. Plus tard cet après-midi-là, quand j'ai récupéré Lily à l'école, elle semblait plus renfermée que d'habitude. Dans la voiture, elle a finalement parlé. « Maman, pourquoi papy et mamie étaient chez nous aujourd'hui ?» Mon cœur s'est serré. « Tu les as vus ?» Elle a hoché la tête. Madame Wilson m'a laissé aller aux toilettes pendant les maths et j'ai vu leur voiture depuis la fenêtre de l'école. Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose pour nous? La question innocente m'a brisé le cœur. Non, ma chérie. Ils sont juste venus me parler de choses de grand. Est-ce qu'ils ont demandé l'argent de papa, a-t-elle demandé, me surprenant par sa perspicacité. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Lily a baissé les yeux sur ses mains. J'ai entendu papy aux funérailles dire à oncle James que nous allions avoir beaucoup d'argent parce que papa est mort. C'est vrai? Le fait que ma fille de 8 ans ait entendu une telle conversation m'a rendu physiquement malade. Lily, ton papa s'est assuré que nous serions pris en charge. Oui, mais l'argent ne compense pas le fait de ne pas l'avoir avec nous, a-t-elle acquiescé sagement. Je donnerai tout l'argent du monde pour que papa revienne. Moi aussi, mon bébé, ai-je murmuré, les larmes coulant sur mon visage. Moi aussi. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus, le frère de Kevin, qui était retourné au Japon mais prévoyait de revenir pour un séjour prolongé pendant ses vacances d'été pour nous aider à nous adapter. Je lui ai parlé de la visite de mes parents et de leur demande. « Tu plaisantes ?» a-t-il explosé. Ils veulent la moitié de l'assurance vie de Kevin. C'est insensé, Rachel. Je sais. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il l'ait vraiment demandé. Mais je crains qu'il ne lâche pas l'affaire. Mon père peut être très têtu quand il pense qu'il mérite quelque chose. Marcus est resté silencieux un moment. Kevin m'a parlé de sa planification financière. Tu sais, il était très minutieux, il voulait s'assurer que Lily serait prise en charge jusqu'à l'université et au-delà si quelque chose lui arrivait. Il serait furieux que tes parents essaient de lui enlever cette sécurité. Je sais, ai-je dit doucement, la douleur familière du manque de Kevin s'intensifiant. Je pense que je dois parler à Thomas de la situation juridique, juste pour être préparé. C'est une bonne idée, a convenu Marcus. Et Rachel, ne les laisse pas te manipuler. Kevin vous a protégé, toi et Lily, pour une raison. Le lendemain, j'ai rencontré Thomas à son bureau. Il était compatissant, mais pas surpris par le comportement de mes parents. Malheureusement, je vois ce genre de choses plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit en examinant le testament et les documents d'assurance de Kevin. Mais je peux vous assurer que tout est bétonné. Kevin vous a désigné comme unique bénéficiaire de son assurance vie et de ses comptes de retraite. Vos parents n'ont absolument aucun droit légal sur quoi que ce soit. Pourrait-il contester le testament? Ai-je demandé, toujours inquiète. Thomas a secoué la tête. Le testament est clair et correctement exécuté. Et même s'ils essayaient, ils n'ont aucun motif. Kevin était sain d'esprit, et les parents n'ont aucun droit automatique d'hériter de leurs enfants adultes, surtout quand il y a un conjoint et un enfant. Cette assurance aurait dû me faire me sentir mieux. Mais en quittant le bureau de Thomas, mon téléphone a vibré avec une série de SMS de mes parents et, étonnamment, de Sophia. De mon père, nous devons discuter de cette situation comme des adultes. Appelle-moi. De ma mère, je t'ai mieux élevé que ça, Rachel. La famille passe avant tout. De Sophia, tu as toujours été égoïste, mais là, c'est bas, même pour toi. Maman et papa méritent mieux. L'hypocrisie de Sophia, qui avait à peine levé les yeux de son téléphone pendant les funérailles de Kevin, m'accusant d'être égoïste, était presque risible. Presque, si ce n'était pas si douloureux. Ce soir-là, alors que Lily et moi dînions, mon père a appelé. Comme je n'ai pas répondu, il a laissé un message vocal exigeant une réunion de famille chez eux le dimanche après-midi. Cela nous concerne tous, Rachel. Sois là à 14 heures. Amen Lily. J'ai posé le téléphone. Mon appétit avait disparu. Impliquer Lily dans cette situation sordide était la dernière chose que je voulais. Mais peut-être était-il temps de tout mettre à plat, de rompre définitivement si nécessaire. Avec l'assurance de Thomas sur les aspects juridiques, je me sentais plus confiante pour tenir bon.
C'était papy? A demandé Lily en poussant ses petits pois dans son assiette. Oui, ai-je admis. Il veut que nous passions dimanche. Lily est restée silencieuse un moment, puis a demandé, on est obligé d'y aller? Le fait que ma fille, qui avait autrefois adoré rendre visite à ses grands-parents, semble maintenant réticente, en disait long. Je pense que nous devrions, ai-je dit prudemment. Parfois, il est important d'affronter directement les situations difficiles. Elle a hoché la tête, une expression de détermination traversant son visage qui me rappelait douloureusement Kevin. D'accord, mais je peux apporter quelque chose avec moi? J'ai une idée. Quel genre d'idée, ai-je demandé, curieuse de son intensité soudaine. Juste quelque chose que papa m'a appris sur le fait de se défendre, dit-elle de manière énigmatique. Je peux utiliser l'ordinateur après le dîner? J'ai accepté. Je me demandais ce que ma fille de 8 ans préparait, mais j'avais confiance que quoi que ce soit, cela venait du bon cœur et des valeurs fortes que son père avait contribué à lui inculquer. Les jours qui ont suivi la visite de mes parents ont été remplis d'émotions contradictoires. Le deuil de Kevin restait un poids lourd et constant, mais il était maintenant compliqué par la colère et un profond sentiment de trahison envers ma famille. Dans les moments calmes où Lily dormait, je me suis surprise à revisiter des souvenirs d'enfance, les voyant sous une nouvelle lumière crue. Il y avait le récital de danse où mes parents sont partis tôt pour assister au match de softball de Sofia, mais jamais l'inverse. Le Noël où j'ai reçu des vêtements pratiques tandis que Sofia a eu le matériel d'art coûteux que nous avions toutes les deux demandé. La façon dont mes réussites scolaires étaient attendues alors que l'essai de Sofia était célébré comme si elle faisait de son mieux. De petites inégalités qui semblaient insignifiantes individuellement mais formaient un schéma lorsqu'on les regardait collectivement. J'ai appelé Amanda, l'assistante de Kevin, qui était devenue une véritable amie dans les semaines qui ont suivi sa mort. Est-ce que je surréagis, lui ai-je demandé après lui avoir expliqué la demande de mes parents. Est-ce normal de ressentir autant de colère ou est-ce juste le deuil qui aggrave tout? Rachel, a-t-elle dit fermement, si mes parents m'avaient fait ça, ils seraient morts pour moi. Ce qu'ils ont fait est au-delà de l'inapproprié. C'est cruel. Sa validation m'a aidé, tout comme une longue conversation avec Marcus ce soir-là. Il prévoyait de prendre un congé sabbatique de son poste d'enseignant pour venir rester avec nous pendant quelques mois. Une gentillesse qui m'a fait pleurer. Kevin me l'a fait promettre, a-t-il expliqué. Il y a des années, quand tu étais enceinte de Lily, il m'a fait jurer que si quelque chose lui arrivait, je serais là pour vous deux. J'ai l'intention de tenir cette promesse. Le contraste entre la loyauté de Marcus envers les souhaits de son frère et le comportement de mes propres parents n'aurait pas pu être plus frappant. Pendant ce temps, Lily était exceptionnellement concentrée sur un projet sur lequel elle travaillait dans sa chambre, penchée sur son bureau avec des crayons de couleur et du papier. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a juste souri secrètement et a dit, quelque chose d'important pour dimanche. Samedi, j'ai décidé d'examiner plus attentivement les documents financiers de Kevin, voulant être pleinement informé avant la confrontation avec ma famille. Kevin avait été méticuleux avec nos finances, gardant tout organisé dans un classeur de bureau à domicile. En parcourant les dossiers, j'ai trouvé une enveloppe scellée avec mon nom dessus, de l'écriture de Kevin. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte pour trouver une lettre datée de seulement 3 mois plus tôt, à peu près au moment de son dernier examen physique. Ma très chère Rachel, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que les inquiétudes du médecin concernant mon cœur étaient plus sérieuses que je ne les laissais paraître. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai mis à jour notre testament et nos polices d'assurance au cas où. Tout te revient, avec des dispositions pour l'éducation et l'avenir de Lily. Utilise-le bien, vis pleinement, et sache que ma plus grande joie a été d'être ton mari et le père de Lily. Je me suis effondré en sanglots, à la fois dévasté qu'il m'ait caché ses problèmes de santé, et profondément ému par sa prévoyance et son attention. Kevin avait su qu'il y avait un risque et s'y était préparé tout en essayant de m'épargner l'inquiétude. C'était si typiquement lui, à la fois frustrant et aimant à la même mesure. La lettre continuait avec des instructions spécifiques sur les polices d'assurance et les investissements, mais comprenait également un paragraphe qui a attiré mon attention. J'ai créé une fiducie distincte pour Lily qui ne peut être consultée qu'à ses 25 ans, sauf pour les frais d'études. C'est important, Rachel. Ton père m'a approché 2 fois pour des opportunités d'investissement qui étaient des demandes d'argent à peine voilées. J'ai décliné poliment, mais il semblait penser que ma mort créerait une opportunité pour lui d'accéder à des fonds par ton intermédiaire. Ne laisse pas cela se produire. Tes parents ont fait de mauvais choix financiers pendant des années, et bien que je compatisse,
l'avenir de Lily ne peut être compromis pour les renflouer. La révélation que mon père avait déjà essayé d'obtenir de l'argent de Kevin de son vivant a ajouté une autre couche de trahison. Kevin m'avait protégé de cette information, essayant probablement de préserver ma relation avec mes parents. Même en cela, il avait mis mes sentiments en premier. Armé de cette nouvelle information, j'ai de nouveau appelé Thomas pour vérifier que la fiducie mentionnée par Kevin était bien à l'abri de toute réclamation. Il m'a assuré qu'elle était blindée et m'a également suggéré d'apporter une copie de la lettre de Kevin à la réunion de famille. Ce n'est pas légalement nécessaire, a-t-il expliqué, mais il pourrait être utile d'avoir les souhaits explicites de Kevin documentés s'ils essaient de te mettre la pression émotionnellement. Le dimanche matin est arrivé avec un sentiment de confrontation imminente. Lily était exceptionnellement silencieuse alors que nous nous habillions, mais il y avait une détermination dans ses petites épaules qui me rappelait Kevin avant une réunion importante avec un client. « Tu es sûr de vouloir venir ?» lui ai-je demandé une dernière fois alors que nous nous préparions à partir. « Tu pourrais rester avec Hélène à la place. » Elle a secoué la tête fermement. « Je dois être là, maman. Pour papa. » Sur le trajet vers la maison de mes parents, Lily serrait une enveloppe en manille contre sa poitrine, refusant toujours de me dire exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. « C'est un message de moi et papa », fut tout ce qu'elle a dit. En arrivant dans l'allée de la maison de banlieue où j'avais grandi, j'ai remarqué plusieurs voitures que je reconnaissais comme appartenant à mes tantes et oncles. Mes parents avaient apparemment invité un public, pensant peut-être que je serais moins encline à leur refuser devant la famille élargie. « Prête ?» ai-je demandé à Lily, ma main sur le contact. Elle a hoché la tête, son visage solennel au-delà de son âge. « Je suis prête, maman. » Ne t'inquiète pas, nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée, main dans la main, chacune puisant sa force dans l'autre. Avant que je puisse sonner, la porte s'est ouverte pour révéler ma mère, habillée formellement comme pour l'église, son visage figé dans une expression de préoccupation étudiée. Rachel, Lily, entrez. Tout le monde attend dans le salon. Nous l'avons suivi à travers le couloir familier jusqu'au grand salon où j'avais passé d'innombrables Noëls et anniversaires d'enfance. Maintenant, j'avais l'impression de tomber dans une embuscade. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, positionné comme un juge présidant un tribunal. Sophia était perchée sur la coudoir du canapé, faisant défiler son téléphone. Autour de la pièce se trouvait ma tante Rita, mon oncle James, et le frère de mon père, Terry, avec sa femme Barbara. « Merci d'être venu », a dit mon père formellement, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires plutôt que d'une réunion de famille. Nous avons des questions importantes à discuter. Je suis resté debout, gardant Lily près de moi. Avant de commencer, je veux être clair que quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire devant Lily. Elle a le droit de savoir ce qui se passe dans sa famille. Ma mère a froncé les sourcils. Rachel, ce n'est guère une conversation appropriée pour une enfant. Si ce n'est pas approprié qu'elle l'entende, alors ce n'est pas approprié que vous le demandiez, ai-je répondu d'un ton égal, ma voix ferme. Cela concerne aussi son avenir. Mon père s'est éclairci la gorge. Bien, allons droit au but. Ta mère et moi avons discuté de la situation financière de la famille. Comme tu le sais, nous t'avons considérablement aidé tout au long de ta vie, des frais de scolarité à la compte de ta première maison. J'ai ravalé la répartie selon laquelle ils avaient payé la moitié moins pour mon éducation que pour l'école d'art de Sophia, qu'elle n'a jamais terminée. Ce n'était pas le moment pour les vieux griefs. Nous croyons, a-t-il continué, que étant donné la somme substantielle que tu as reçue suite au décès de Kevin, il est juste que tu aies de la famille en retour. Nous proposons une distribution qui sécuriserait notre retraite et fournirait également une aide à Sophia, qui, comme tu le sais, a eu des difficultés financières en tant qu'artiste. Sophia a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour me lancer un sourire suffisant, comme si la mort de mon mari était une sorte d'équilibrage cosmique des comptes entre nous. J'ai préparé une ventilation de ce que nous considérons comme une distribution équitable, a dit mon père en me passant un document imprimé. Comme tu le verras, nous suggérons que 50% des produits de l'assurance vie soient dirigés vers ta mère et moi, avec 15% supplémentaires alloués à Sophia. J'ai parcouru le document, qui détaillait non seulement des pourcentages, mais des montants réels en dollars. Ils avaient réussi à découvrir la valeur exacte de la police d'assurance vie de Kevin, probablement par l'intermédiaire de mon oncle James, qui travaillait dans le secteur des assurances. Vous voulez 65% de l'argent destiné à assurer l'avenir de ma fille après la perte de son père, ai-je déclaré platement. De l'argent que Kevin a gagné est spécifiquement désigné pour nous. La famille prend soin de la famille, Rachel,
a interjeté ma mère, sa voix légèrement vacillante. Ton père et moi vieillissons. Nos frais médicaux augmentent et tu dois penser à la situation dans son ensemble. La situation dans son ensemble, ai-je répété, ma voix s'élevant. Comme le fait que vous n'ayez pas pris la peine de quitter la fête d'anniversaire de Sofia quand mon mari est mort. Cette situation dans son ensemble. Un silence inconfortable est tombé sur la pièce. Ma tante Rita s'est agitée sur son siège, l'air embarrassé. Au moins quelqu'un avait la décence de reconnaître à quel point tout cela était inapproprié. Allons, Rachel, a dit mon père de son ton condescendant, nous nous sommes excusés pour ce malheureux timing. Mais tu dois comprendre, nous avions des invités de l'extérieur. Nous ne pouvions pas simplement partir. En fait, vous auriez pu, ai-je répondu, ma voix stable maintenant. Vous avez choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas productif, a coupé Sofia, posant soudainement son téléphone. Le fait est que tu es soudainement riche alors que le reste d'entre nous a du mal. Maman et papa se sont sacrifiés pour toi toute ta vie. Ils méritent la sécurité dans leur vieillesse. Et la sécurité de Lily, ai-je demandé, ma voix s'élevant toujours malgré mes efforts pour rester calme. Pensez-vous que Kevin est mort pour que vous puissiez acheter une nouvelle voiture ou partir en croisière? Cet argent est pour l'avenir de sa fille. Mon père s'est levé, son visage rougissant. Maintenant, écoute-moi bien. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. Tu nous dois le respect et la considération. Le respect, ai-je ri amèrement. Vous ne m'avez montré ni à moi ni à Lily une once de respect ou de préoccupation sincère depuis la mort de Kevin. Tout ce qui vous importe, c'est ce que vous pouvez obtenir de nous. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère faiblement. Nous nous soucions de toi, Rachel. Nous essayons juste d'être pratiques. Être pratique, ce serait demander comment votre petite fille fait face à la perte de son père. Être pratique, ce serait proposer de l'aide pour les repas ou les tâches ménagères ou un soutien émotionnel. Pas ça, ce comportement de vautour. La pièce est de nouveau tombée dans le silence. Mon oncle Terry regardait inconfortablement le sol tandis que sa femme Barbara fusillait mon père du regard, clairement aussi consterné que moi. Dans ce silence tendu et lourd, Lily s'est soudainement avancée, serrant toujours son enveloppe. « J'ai quelque chose à dire », a-t-elle annoncé d'une voix claire et forte qui a surpris tout le monde. Ma mère a tenté un sourire condescendant. « Ma chérie, les adultes parlent de choses importantes en ce moment. » Lily a tenu bon, canalisant la confiance tranquille de Kevin. « C'est important aussi. C'est à propos de mon papa et de ce qu'il aurait voulu. » Tous les yeux se sont tournés vers elle. Cette petite silhouette se tenant si courageusement au centre d'un conflit d'adultes. Même Sofia a posé son téléphone. Papa m'a appris que quand les gens te montrent qui ils sont vraiment, tu dois les croire, a dit Lily, sa voix tremblant à peine. Et quand les gens ne viennent que quand ils veulent quelque chose, ils ne sont pas vraiment de la famille. Elle s'est tournée pour faire face directement à mes parents. Vous n'êtes pas venus nous voir quand papa est mort. Vous n'avez pas aidé maman quand elle pleurait tous les soirs. Vous ne m'avez pas demandé si j'allais bien ou si j'avais besoin de quelque chose. Vous n'êtes venu que lorsque vous vouliez de l'argent. La vérité brute sortie de la bouche d'une enfant de 8 ans a semblé atterrir différemment que lorsque j'avais dit des choses similaires. Le visage soigneusement composé de ma mère s'est légèrement froissé tandis que mon père semblait à court de mots. Lily a ouvert son enveloppe et en a sorti une feuille de papier. J'ai fait quelque chose pour vous parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes vraiment venu nous voir. Elle s'est approchée et a tendu le papier à mon père. C'était un dessin d'enfant, mais alors que je l'apercevais par-dessus son épaule, j'ai vu qu'il était conçu pour ressembler à une facture. En haut, de l'écriture soignée de Lily, il était écrit « Pour un amour et un soutien réel ». En dessous étaient listés des articles comme « Être là quand papa est mort, 0, non fourni ». Aider maman quand elle était triste, 0, non fourni. Me serrer dans les bras quand je pleurais pour papa. Être de vrais grands-parents, inestimables, mais non payés. En bas se trouvait un total. C'est pour ça que vous êtes venus, n'est-ce pas? Pour de l'argent. Voilà ce que vous avez mérité. Le silence dans la pièce était absolu. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il tenait le papier. Ma mère a commencé à pleurer, que ce soit de honte ou de manipulation, je ne saurais le dire. Sofia a regardé Lily avec une expression de choc, comme si elle voyait sa nièce pour la toute première fois. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit doucement, prenant la main de Lily. Ne nous contactez plus,
à moins que ce ne soit pour vous excuser et montrer un réel changement. Lily mérite de meilleurs grands-parents que vous n'avez été, et je mérite de meilleurs parents. En sortant, laissant ma famille stupéfaite derrière nous, j'ai ressenti un mélange étrange et profond de chagrin et de libération. Nous avions perdu plus que Kevin. Nous avions perdu l'illusion d'une famille élargie solidaire. Mais dans cette perte, il y avait aussi la clarté et la liberté de reconstruire nos vies sans obligation toxique. Dans la voiture, j'ai serré Lily fort dans mes bras. C'était incroyablement courageux. Je suis si fier de toi. Elle m'a serré en retour. Papa disait toujours qu'il faut défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Avais-je raison, maman? Oui, mon bébé, les yeux assurés, les larmes coulant sur mon visage. Tu avais absolument raison. Le trajet de retour semblait différent, plus léger d'une certaine manière, malgré la lourde vérité que nous venions de mettre à nu. Lily a regardé par la fenêtre un moment avant de répondre quand je lui ai demandé comment elle avait eu l'idée de la facture. Papa et moi regardions un film une fois où quelqu'un donnait une facture à une personne méchante. Papa a dit, parfois, les gens ont besoin de voir sur papier ce qu'ils valent vraiment. Sa voix s'est légèrement brisée. Je pense que papy et mamie avaient besoin de voir qu'ils n'ont pas valu grand-chose pour nous ces derniers temps. La sagesse de ces paroles, faisant écho aux valeurs de Kevin, a fait couler de nouvelles larmes de mes yeux. Ton papa serait si fier de toi aujourd'hui, lui ai-je dit en tendant la main pour serrer la sienne. Moi aussi. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des appels et des textos de ma famille, mais je les ai tous ignorés. Ce n'était pas une négociation. C'était une limite fermement établie. Quelles que soient les retombées de cette confrontation, elle devrait attendre que Lily et moi ayons digéré ce qui s'était passé. Quand nous sommes rentrés à la maison, Marcus attendait sur notre porche. Il était arrivé plus tôt du Japon, voulant nous surprendre, et Hélène lui avait donné la clé de rechange pour qu'il attende à l'intérieur. Le voir, si semblable à Kevin dans ses gestes et son sourire, était à la fois douloureux et réconfortant. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé en nous étreignant toutes les deux. « Tante Lily a été incroyable », a déclaré Lily. Avant que je puisse répondre, elle a ajouté, elle a tenu tête à papy et lui a fait voir qu'il était méchant à propos de l'argent de papa. Marcus a haussé un sourcil en me regardant. « Tante Lily ?» J'ai souri malgré tout. Apparemment, j'ai été promu de maman à tante Lily pour des points de bravoure. Pendant le dîner, nous avons tout raconté à Marcus sur ce qui s'était passé chez mes parents. Son expression s'est assombrie quand j'ai décrit le plan de distribution de mon père, mais il a éclaté d'un sourire fier quand Lily a expliqué son idée de facture. « C'est du pur Kevin, ça ?» a-t-il dit en ébouriffant les cheveux de Lily. Résolution de problèmes créative avec juste la bonne dose de culpabilisation bien méritée. Ce soir-là, après que Lily soit allée se coucher, Marcus et moi sommes restés dans la cuisine à boire du thé et à parler des prochaines étapes. Ils essaieront à nouveau, m'a-t-il prévenu. Les gens comme tes parents n'abandonnent pas facilement quand il y a de l'argent en jeu. J'ai hoché la tête, pensant à la persévérance têtue de mon père tout au long de mon enfance. Je sais, mais je ne vais pas céder. Non seulement parce que c'est mal, mais parce que ce serait trahir les souhaits explicites de Kevin. As-tu pensé à ce que cela signifie pour ta relation avec eux à l'avenir ? A demandé Marcus doucement. C'était une question que j'évitais depuis la confrontation. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut les couper complètement de ma vie. Ils ont si clairement montré leur vraie couleur. Mais une autre partie de moi se demande si c'est juste pour Lily. Ce sont ses seuls grands-parents de mon côté. De mauvais grands-parents valent-ils mieux que pas de grands-parents du tout, a rétorqué Marcus. Les parents de Kevin adorent Lily et ils sont réellement présents pour elle. La qualité plutôt que la quantité, n'est-ce pas? Il avait raison. Diana et Robert avaient appelé Lily tous les 2 jours depuis la mort de Kevin, envoyé des colis et prévoyaient une visite prolongée. Eux aussi étaient en deuil, mais ils mettaient les besoins de leur petite fille en premier. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 8 appels manqués de ma mère, 3 de mon père et 1 de Sophia. Il y avait aussi de nombreux SMS allant d'accusations colériques à des excuses larmoyantes qui ressemblaient plus à de la manipulation qu'à un remords sincère. J'ai décidé de ne répondre qu'à un seul message de ma mère. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Ma réponse a été simple. Il n'y a rien à dire tant que vous ne reconnaîtrez pas le mal que vous avez causé et ne montrerez pas un réel changement. Lily et moi avons besoin de temps et d'espace. Puis j'ai bloqué leur numéro, une mesure temporaire pour nous donner un peu de répit.
J'ai également envoyé un email à Thomas pour l'informer de ce qui s'était passé et lui ai demandé d'être vigilant à toute manœuvre légale que mes parents pourraient tenter, bien qu'il m'ait assuré qu'ils n'avaient aucun motif pour une quelconque réclamation. Au cours des jours suivants, mes parents ont essayé diverses approches pour rétablir le contact. Ils ont envoyé des fleurs avec des cartes d'excuses qui parlaient vaguement de « malentendus familiaux ». Ils ont tenté de me joindre par l'intermédiaire d'amis communs. Mon père s'est même présenté à mon lieu de travail, mais a été refoulé par la sécurité lorsque j'ai refusé de le voir. Étonnamment, c'est ma tante Barbara, la femme de l'oncle Terry, qui m'a apporté un soutien inattendu. Elle a appelé depuis son téléphone personnel, que je n'avais pas bloqué, pour me demander si nous pouvions nous voir pour un café. Méfiante mais curieuse, j'ai accepté. Je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne soutient pas ce que Brad et Carol ont fait, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés, en faisant référence à mes parents. Terry et moi étions horrifiés. Nous ne sommes allés à cette réunion que parce qu'il nous avait dit qu'il s'agissait de planifier une bourse commémorative au nom de Kevin. Son honnêteté était rafraîchissante, et cela m'a aidé de savoir que toute ma famille élargie n'était pas complice du stratagème de mes parents. Ils ont toujours favorisé Sophia, a poursuivi Barbara, confirmant ce que j'avais ressenti, mais dont j'avais douté pendant des années. Nous l'avons tous vu, mais personne ne voulait s'en mêler. Peut-être aurions-nous dû. Une semaine après la confrontation, une lettre officielle est arrivée de mon père, écrite sur son papier à en-tête professionnelle, comme pour donner du poids à ses paroles. Elle déclarait qu'à moins que je ne sois disposé à parvenir à un arrangement financier raisonnable avec eux, il serait contraint de reconsidérer entièrement notre relation avec toi et Lily. C'était censé être menaçant, je suppose, cette idée qu'il nous couperait les ponts. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression d'avoir la permission d'avancer sans le fardeau de relations toxiques. J'ai classé la lettre avec Thomas au cas où elle serait un jour nécessaire comme preuve de leurs intentions. 2 semaines après notre confrontation, ma mère a essayé une nouvelle tactique, se présentant à l'école de Lily à l'heure de la sortie. Heureusement, j'avais déjà informé l'école de la situation, et ils m'ont appelé immédiatement. Quand je suis arrivé, le directeur avait poliment mais fermement demandé à ma mère de partir, lui rappelant que seules les personnes autorisées pouvaient interagir avec les élèves. Debout dans le parking de l'école, ma mère semblait plus petite, moins imposante qu'elle ne l'avait été tout au long de mon enfance. « Tu montes tout le monde contre nous », m'a-t-elle accusé quand elle m'a vu. « Non, maman. Ce sont tes propres actions qui font ça », ai-je répondu d'un ton égal. « S'il te plaît, ne reviens plus à l'école de Lily. Si tu veux reconstruire une relation avec nous, cela doit commencer par le respect de nos limites. Nous sommes tes parents, a-t-elle protesté, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas simplement nous couper de ta vie. Je ne vous coupe pas de ma vie, ai-je clarifié. Je vous demande de prendre du recul et de reconsidérer comment vous voulez faire partie de nos vies. Voulez-vous être les grands-parents qui soutiennent et aiment Lily inconditionnellement, ou ceux qui ont vu la mort de son père comme une opportunité financière? Le choix vous appartient, mais il y a des conséquences dans les 2 cas. Elle n'avait pas de réponse à cela, et nous nous sommes séparés sans résolution. Ce fut le dernier contact direct que j'ai eu avec l'un de mes parents pendant près de 2 mois. Pendant ce temps, je me suis concentré sur Lily, sur la construction de notre nouvelle normalité sans Kevin, mais avec le soutien de ceux qui se souciaient vraiment de nous. Marcus est resté avec nous pendant 3 mois. Sa présence était un rappel quotidien de Kevin de la meilleure façon possible. Il a appris à Lily à jouer aux échecs, quelque chose que Kevin avait prévu de faire. Il m'a aidé à trier les affaires de Kevin quand j'étais enfin prête, partageant des histoires et des souvenirs qui ont rendu cette tâche douloureuse supportable. Les parents de Kevin nous ont rendu visite pendant de longues périodes, remplissant notre maison de chaleur et d'amour sincère. Diana a appris à Lily à faire les biscuits préférés de Kevin, maintenant un lien avec son père à travers des activités partagées. Robert l'a emmené à la pêche, lui montrant patiemment comment faire les nœuds que Kevin avait appris de lui des décennies plus tôt. Pendant ce temps, la nouvelle du comportement de mes parents s'est répandue dans la famille. Tante Rita a appelé pour s'excuser de sa présence à l'embuscade, expliquant qu'on lui avait dit que c'était une réunion pour discuter de la manière de nous soutenir. Oncle James, qui avait initialement semblé s'aligner sur mon père, a envoyé une carte exprimant son regret de ne pas avoir parlé pendant la confrontation. Même Sophia a finalement envoyé un email qui, sans aller jusqu'à des excuses complètes, reconnaissait que le moment de leur demande financière avait été insensible. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la première fois dans notre vie d'adulte qu'elle concédait une quelconque erreur. 3 mois après la mort de Kevin,
à ce qui aurait été notre 13e anniversaire de mariage, j'ai reçu une autre lettre de mes parents. Celle-ci est arrivée dans une enveloppe ordinaire, manuscrit plutôt que tapé sur du papier à en-tête professionnel. C'était la première communication de leur part qui semblait potentiellement sincère. Chères Rachel et Lily, commençait-elle. Nous avons passé ces dernières semaines à réfléchir à notre comportement et à la douleur que nous vous avons causée pendant une période de perte déjà insupportable. Il n'y a aucune excuse pour ce que nous avons fait. Nous avons laissé l'avidité et l'intérêt personnel prendre le pas sur notre amour et notre responsabilité en tant que parents et grands-parents. Nous vous avons fait défaut à toutes les deux et nous avons fait défaut à la mémoire de Kevin. La lettre se poursuivait avec des reconnaissances spécifiques de leurs actions, de leur absence aux funérailles à la tentative de ponction financière, sans le langage vague de leurs excuses précédentes. Ils ne demandaient pas le pardon ni la reprise du contact, mais exprimaient seulement l'espoir qu'un jour nous aurions l'occasion de démontrer par des actes, et non des mots, que nous pouvons changer. J'ai lu la lettre plusieurs fois, essayant d'évaluer sa sincérité. Puis je l'ai montrée à Marcus avant de décider de la partager ou non avec Lily. Elle semble différente de leurs autres tentatives, a-t-il observé prudemment. Moins manipulatrice, plus responsable. Mais en fin de compte, c'est à toi de décider si tu y crois. J'ai rangé la lettre, pas encore prête à prendre une décision sur la manière de répondre, ni même si je devais le faire. La blessure était encore trop fraîche, la trahison trop profonde. Le temps dirait si leur remords était sincère, ou juste une autre stratégie. Pour l'instant, Lily et moi nous concentrions sur la guérison, sur la construction de notre vie sans Kevin, mais avec ses valeurs et son amour comme fondation. Quoi qu'il arrive avec mes parents serait déterminé par leurs actions à l'avenir, pas par des promesses ou des excuses, aussi bien rédigées soient-elles. Alors que Marcus se préparait à retourner au Japon avec des projets de visite prochaine, il m'a aidé à organiser un rassemblement commémoratif pour l'anniversaire de Kevin. Contrairement aux funérailles, qui avaient été sombres et formelles, c'était une célébration de la vie de Kevin organisée dans notre jardin avec sa nourriture barbecue et sa musique préférée. Des amis et des collègues ont partagé des histoires drôles sur Kevin. Ses parents ont apporté des albums photos de son enfance. Lily a présenté un livre de souvenirs qu'elle avait créé, rempli de talons de billets, de notes et de souvenirs d'activités avec son père. Mes parents et Sophia, qui n'avaient pas été invités, étaient notoirement absents. C'était une limite que je devais maintenir pour le moment, créant un espace sûr pour le deuil et le souvenir sans l'attention que leur présence aurait apporté. Alors que le rassemblement touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Lily m'a tiré par la manche. « Maman, on pourra inviter papy et mamie la prochaine fois ?» a-t-elle demandé doucement. « Quels grands-parents, ma chérie ?» ai-je demandé, bien que je sache de qui elle parlait. « Les parents de maman ?» a-t-elle clarifié. « Ceux qui ont demandé de l'argent. Je pense que papa voudrait qu'on leur donne une autre chance s'ils sont vraiment désolés. » Sa compassion, si semblable à celle de Kevin, m'a fait monter les larmes aux yeux. « Nous verrons, lui ai-je promis. S'ils nous montrent qu'ils ont vraiment changé. Peut-être la prochaine fois. » Ce n'était pas exactement le pardon. Pas encore. Mais c'était une ouverture, une possibilité que l'avenir puisse inclure une forme de réconciliation. Pour l'instant, c'était suffisant. La confrontation de l'enveloppe a vraiment marqué un tournant dans nos vies. Dans l'immédiat, la division dans ma famille élargie était nette et douloureuse. Certains parents ont fermement pris le parti de mes parents, me considérant comme la fille ingrate qui refusait d'aider sa famille. D'autres ont reconnu la nature inappropriée des demandes de mes parents et ont offert un soutien discret. Ma tante Barbara est devenue une alliée inattendue, appelant régulièrement pour prendre des nouvelles de Lily et de moi et transmettant occasionnellement des nouvelles de la famille sans pression ni jugement. L'oncle Terry, bien que moins démonstratif, a montré son soutien en envoyant à Lily des livres et des kits scientifiques, se souvenant de ses intérêts d'une manière que mes parents avaient rarement fait. La réaction la plus surprenante est venue de ma cousine Jennifer, la fille de Sophia, qui avait la jeune vingtaine. Elle m'a contacté par email environ un mois après la confrontation. « J'ai toujours vu à quel point papy et mamie te traitaient différemment par rapport à maman », a-t-elle écrit. Ce qu'ils ont fait après la mort de Kevin était inexcusable. Et je veux que tu saches que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort de tenir bon. Son message signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Une validation d'une source inattendue que je n'étais ni folle ni égoïste de protéger l'avenir de Lily. La réaction initiale de mes parents à être coupés de nos vies a été une campagne de manipulation. Ils ont enrôlé des membres de la famille pour plaider leur cause, envoyé des emails culpabilisants,
et ont même tenté d'utiliser l'école de Lily comme point de contact. Lorsque ces efforts ont échoué, ils ont changé de tactique pour des menaces plus directes, suggérant qu'ils pourraient contester le testament malgré l'absence de fondement juridique. Thomas, l'ami avocat de Kevin, a répondu à ces menaces par une lettre juridique fermement formulée décrivant le manque de fondement de toute réclamation potentielle et les conséquences possibles du harcèlement. Après cela, la pression directe s'est relâchée. Bien que les retombées émotionnelles se soient poursuivies tout au long de cette période difficile, j'ai été surprise de voir combien de personnes se sont manifestées pour nous soutenir. Les collègues de Kevin ont créé un fonds d'études pour Lily, distinct de ce que Kevin avait déjà arrangé. Mon voisin Alan, un enseignant à la retraite, a aidé Lily avec ses devoirs lorsque le deuil rendait la concentration difficile. Même mon patron au cabinet d'architecture où je travaillais comme chef de bureau a fait preuve d'une compassion inattendue, m'accordant des horaires flexibles pour assister à des séances de conseil en deuil avec Lily. 6 mois après la mort de Kevin, Marcus est revenu pour une autre visite prolongée. Cette fois, avec des nouvelles. Je suis transféré à l'université ici, a-t-il annoncé un soir au dîner. On m'a offert un poste au département de linguistique à partir du semestre prochain. Tu reviens aux États-Unis, ai-je demandé, surprise. Marcus vivait au Japon depuis près d'une décennie. Il a hoché la tête, jetant un coup d'œil à Lily, qui bondissait pratiquement d'excitation. Kevin m'a fait promettre d'être là pour vous deux. C'est plus facile de tenir cette promesse si je suis dans le même pays, idéalement dans la même ville. La décision de reconfigurer nos vies sans Kevin n'a pas été simple, mais avoir Marcus à proximité a rendu les choses plus faciles. Il n'a pas essayé de remplacer son frère, mais sa présence a maintenu vivante la mémoire de Kevin pour Lily d'innombrables petites manières. Du même sens de l'humour excentrique aux manières partagées qui me prenaient parfois par surprise. Pour le 9e anniversaire de Lily, des mois après la confrontation avec mes parents, j'ai reçu une autre lettre d'eux. Celle-ci était accompagnée d'un modeste cadeau pour Lily. Un livre sur l'astronomie qui correspondait réellement à ses intérêts, suggérant un niveau de réflexion qui manquait au cadeau précédent d'articles de Princesse Rose dont elle ne s'était jamais souciée. La lettre reconnaissait le mal qu'ils avaient causé et demandait non pas de l'argent ou même le pardon, mais simplement l'occasion de voir Lily pour son anniversaire, même si ce n'était que pour 15 minutes dans un lieu public de mon choix, avec ma présence tout le temps. Après en avoir discuté avec Lily, qui était prudemment ouverte à l'idée, j'ai organisé une brève rencontre à son glacier préféré. J'ai fixé des limites claires dans ma réponse. Ce n'était pas une reprise des relations normales, mais un premier pas timide qui dépendrait entièrement de leur comportement. La rencontre a été gênante, mais étonnamment sans drame. Mes parents semblaient sincèrement repentis, se concentrant entièrement sur Lily, posant des questions appropriées sur l'école et ses intérêts sans aborder l'argent, le conflit passé, ou faire des demandes. Ils avaient clairement répété leur approche. Mais l'effort lui-même montrait une volonté de changer à laquelle je ne m'attendais pas. Alors que nous partions, mon père a demandé doucement, pourrions-nous éventuellement refaire ça un de ces jours? Peut-être le mois prochain? C'est le manque de sentiment de droit dans sa demande, la compréhension que l'accès à sa petite fille était un privilège à mériter plutôt qu'un droit à exiger, qui m'a fait y réfléchir. On verra, ai-je répondu. Je te le ferai savoir. Ce début timide a conduit à des visites occasionnelles et soigneusement structurées au cours des mois suivants. Mes parents sont restés en probation, pour ainsi dire, mais ils ont constamment respecté les limites que j'ai établies. Ils n'ont plus jamais mentionné l'argent, n'ont jamais essayé de voir Lily sans ma permission, et ont progressivement démontré par des actes plutôt que par des mots qu'ils comprenaient les dommages qu'ils avaient causés. 1 an après la mort de Kevin, nous avons organisé un service commémoratif pour l'anniversaire. Contrairement à la confrontation plusieurs mois plus tôt, j'ai choisi d'inviter mes parents, précisant que c'était un test significatif de leur engagement à reconstruire notre relation. À mon soulagement, ils sont venus, convenablement sombres et solidaires, apportant un album photo de Kevin lors de réunions de famille que je ne savais même pas exister. Ils sont restés en arrière-plan, ne faisant pas de la journée une affaire personnelle ou de leur relation avec moi, mais honorant simplement la mémoire de Kevin aux côtés de tous ceux qui l'avaient aimé. Après le service, ma mère s'est approchée de moi avec prudence. Nous voyons un thérapeute familial, a-t-elle avoué, pour essayer de comprendre où nous nous sommes si mal trompés. Non seulement après la mort de Kevin, mais tout au long de ta vie. C'est très instructif. Ce ne fut pas une transformation du jour au lendemain, et il y avait encore des moments gênants et de vieux schémas qui émergeaient occasionnellement, mais l'effort était constant, et avec le temps, une nouvelle relation a commencé à prendre forme,
basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'attente. Sophia a mis plus de temps à changer. Sa réaction initiale à être coupée de l'accès à l'argent de Kevin a été la colère et le ressentiment, se manifestant par des publications méchantes sur les réseaux sociaux et des tentatives de monter des membres de la famille contre moi. Mais à mesure que nos parents ont progressivement réformé leur comportement, sa position est devenue de plus en plus intenable. Finalement, après près d'un an de contact minimal, elle a tendu la main avec de véritables excuses. « J'ai été jalouse de toi toute ma vie », a-t-elle admis lors d'une réunion tendue autour d'un café. « Tu as toujours été l'intelligente, la responsable. Quand Kevin est mort et t'a laissé financièrement en sécurité, ça n'a fait qu'amplifier toutes les insécurités que j'ai jamais eues. Ça n'excuse pas ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que j'y travaille. » C'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue en tant que sœurs. Elle n'a pas immédiatement réparé notre relation, mais elle a ouvert la porte à la possibilité d'une connexion plus saine à l'avenir. Quant à Lily et moi, le chemin du deuil était continu, mais en évolution. La douleur aiguë et constante des premiers temps s'est progressivement transformée en quelque chose de plus gérable, une tristesse qui pouvait coexister avec des moments de joie et d'espoir. Lily avait encore des nuits où elle pleurait son père, mais elle avait aussi des journées remplies de rires et de préoccupations normales d'une enfant de 9 ans. Avec l'aide de Thomas, j'ai créé une fondation au nom de Kevin qui fournissait une éducation financière aux communautés défavorisées, quelque chose qui le passionnait. Diriger la fondation m'a donné un but au-delà de la survie quotidienne et m'a mis en contact avec des personnes qui partageaient les valeurs de Kevin. Au 2e anniversaire de la mort de Kevin, j'ai emmené Lily à son endroit préféré au bord du lac. Nous nous sommes assises sur un banc à regarder l'eau, nous souvenant de lui ensemble. « Maman », a dit Lily pensivement. « Je pense que l'enveloppe que j'ai donnée à papy et mamie les a aidés. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ai-je demandé. « Eh bien, ils sont différents maintenant. Ils écoutent plus. Ils me demandent ce que je ressens. Ils se souviennent des livres que j'aime. » Elle a ramassé une pierre et l'a fait ricocher sur l'eau comme Kevin le lui avait appris. Papa disait toujours, parfois, les gens ont besoin de se voir clairement avant de pouvoir changer. Ton papa était très sage, ai-je convenu, encore une fois étonné par la perception et la résilience de ma fille. Il me manque tous les jours, a-t-elle dit. Mais je pense qu'il serait content de voir comment on s'en sort, tu ne crois pas? J'ai passé mon bras autour d'elle, cet enfant remarquable qui portait tant de son père en elle. Oui, mon bébé. Je pense qu'il serait très fier de nous deux. La vérité était que la perte de Kevin avait révélé exactement qui, dans nos vies, était vraiment de la famille et qui ne l'était pas. Certaines relations avaient été irrémédiablement endommagées, tandis que d'autres s'étaient approfondies d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. De nouvelles connexions s'étaient formées, créant un système de soutien bâti sur une attention sincère plutôt que sur une obligation. Mes parents étaient maintenant des figures prudentes dans nos vies, travaillant pour regagner notre confiance, une interaction respectueuse à la fois. Marcus était devenu une présence constante et aimante, un oncle qui prenait son rôle au sérieux. Les parents de Kevin sont restés des grands-parents dévoués, leur amour pour Lily étant une extension directe de leur amour pour leur fils. Et Lily et moi nous avions l'une l'autre, liés non seulement par le deuil, mais par notre expérience commune de nous être défendus et d'avoir découvert notre propre force dans le processus. L'héritage que mes parents avaient tant convoité est resté intact, à l'exception des frais de subsistance et du fonds d'études de Lily. La sécurité matérielle que Kevin nous a fournie était précieuse, mais son véritable héritage résidait dans les valeurs qu'il nous a inculquées, le courage qu'il a inspiré et l'amour qui a continué de guider nos choix. Alors que nous revenions du lac ce jour-là, Lily a glissé sa main dans la mienne. Je pense que la meilleure façon de se souvenir de papa est d'être gentil, mais fort comme il l'était, a-t-elle dit. D'aider les gens, mais de ne pas les laisser profiter de nous. C'est tout à fait ça, ai-je convenu en lui serrant la main. C'est comme ça que nous l'honorons chaque jour. Le chemin du deuil n'est pas linéaire, et guérir ne signifie pas oublier. Il y a encore des jours où l'absence de Kevin ressemble à une blessure physique. Quand je le cherche dans mon sommeil ou que je commence à lui dire quelque chose avant de me souvenir qu'il n'est pas là. Mais ces moments ne définissent plus nos vies. Au lieu de cela, nous avons appris à le porter avec nous dans les choix que nous faisons, les limites que nous maintenons, et l'amour que nous continuons de partager. La famille qui a émergé de notre perte n'est pas celle que je m'attendais à avoir, mais elle est construite sur une base de soins et de respect sincère, plus forte pour avoir été mise à l'épreuve. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale pendant un deuil ou si vous avez dû vous défendre contre ceux qui auraient dû vous soutenir, j'espère que notre histoire vous rappelle que vous n'êtes pas seul.
Parfois, les limites les plus difficiles à établir sont avec les personnes que l'on nous a appris toute notre vie à accommoder. Mais vous protéger, vous et ceux qui dépendent de vous, n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Souvenez-vous que la famille se définit par l'amour et le respect, pas seulement par le sang. Merci d'avoir écouté notre parcours. Je vous souhaite la force d'honorer votre propre valeur dans toutes vos relations.